Les races hypertypes, troisième. Aujourd'hui, le bulldog français. Tu te souviens, on avait vu le bulldog anglais dans le premier épisode. Je te le remets là en légende. Alors, le bulldog français est un descendant du bulldog anglais. Tu te souviens, 1835, interdiction des combats de chiens avec qui que ce soit en Angleterre. Donc, ils ont recyclé leurs chiens de combat pour en faire des chiens de compagnie, des chiens de garde, des chiens de chasse ou nuisibles. Alors, en fait, donc c'est parti d'un côté vers les grands bulldogs, puisqu'on a retrouvé une exposition canine de 1865 en Angleterre qui admettait les bulldogs de plus de 6 kilos et les bulldogs de moins de 6 kilos. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils avaient déjà fait deux variantes de la race. Donc, tu sais, en voulant déjà écraser le pif. Donc, il y avait des petits, ça s'appelait les Toy Bulldogs. Ensuite, vers la fin des années 1800, révolution industrielle, il y a des denteliers d'Angleterre qui ont migré vers le nord de la France pour fuir le chômage et pour y trouver du travail. Avec eux, ils ont amené des chiens, les Toy Bulldogs. L'histoire continue, toujours dans le milieu ouvrier, et là, dans les halls de la Villette à Paris, où ces petits bulldogs ont servi comme d'autres chiens à être des ratiers, c'est-à-dire ils poursuivaient les rats pour les chasser. Et les marchands de vin, les bouchers qui les avaient, s'amusaient. Alors, c'est pas s'amuser, mais entre eux, sans être trop pédants, ils se sont dit, tiens, on va modifier ces petits chiens. Par contre, ils avaient une idée bien en tête, c'est de faire une face courte et des oreilles rondes. Donc, ils les ont croisés avec les ratiers qu'ils avaient, d'autres ratiers qu'ils avaient. Et peut-être également avec des carlins. Et ça aboutit, dès 1880, à la création d'un petit club entre marchands où ils avaient défini, tiens, là, ils ont appelé le bulldog français, il va être comme ça, les oreilles rondes, voilà. Et donc, c'était le premier standard qui a été fait. Et là, il va connaître un succès phénoménal, puisqu'il est près des marchands, des ouvriers, également dans les maisons closes, où viennent des artistes et également des gens de la noblesse. Et ils vont tous s'enticher de ces petits chiens-là, à la face joviale. Toulouse-Lautrec va même en faire un dessin. Et tout d'un coup, ça va être... tout le monde va en vouloir. Même le roi d'Angleterre avait son bulldog français. Et ensuite, ça va partir aux États-Unis et ça va être de la folie là-bas. Et c'est en partie grâce aux États-Unis que le bulldog français va devenir une star. Comme toutes les races européennes, les deux guerres mondiales vont mettre un coup de frein au développement des élevages. Et ce sera que beaucoup plus tard, dans les années 1980, que le bulldog français va revenir à la mode. Et malheureusement, un peu trop, parce qu'il s'est fait n'importe quoi, notamment au niveau des standards et au niveau également de la consanguinité, on en a déjà parlé. Donc, résultat, c'est le bazar aussi pour le bulldog. Non seulement il est hyper typé pour nombre d'entre eux, mais en plus, il a énormément de maladies génétiques liées à la consanguinité. Son taux est de 21% par rapport à, vous savez, l'échelle qu'on avait vue dans une précédente vidéo. Donc, les pathologies du bulldog. Alors, le syndrome brachycéphale, bien évidemment. Alors, j'ai regardé, c'est étonnant parce que j'étais un petit peu sur Instagram, regarder les bulldogs. Malgré qu'il y ait un standard, je vais vous le lire, le standard. Malgré qu'il y ait un standard, il est tellement flou, ce standard, que tu vois de tout, en fait, dans les bulldogs. T'as des chanfreins, des longueurs de museau. Alors, normalement, le chanfrein doit être court. Mais il n'a pas le droit d'être long ni trop court. Donc, ça ne veut rien dire. On est bien d'accord. Donc, on voit un petit peu de tout. Et c'est pour ça que certains d'entre vous m'ont témoigné, me disant, mais moi, mon bulldog français va très bien, il peut courir, il n'est pas essoufflé, etc. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai demandé des photos, puis ils ont des petits museaux. Mais rien que ça, de museau, ça change toute la vie de la pauvre bête, parce qu'il peut amener l'air dans ses poumons, on en a déjà parlé. Je perds ma capote. Le voile du palais est beaucoup moins long, etc., etc. Tout ça, on a déjà vu. Il y a également le fait des narines. Alors, je te raconte pas, le standard, c'est les narines doivent être
inclinées vers l'arrière. Tu vois, nous, nos narines, elles sont vers l'avant, vers le bas, pardon. Les chiens normaux, c'est vers l'avant. Et là, ça doit être vers l'arrière, vers le haut. Mais il doit pouvoir respirer normalement et les narines doivent être ouvertes. Et à l'état de base, le chien ne doit pas tirer la langue. C'est ça, le standard. Donc, comment veux-tu mettre un standard où les narines sont vers le haut et dire qu'il doit bien respirer? Tu vois, c'est, enfin, voilà, c'est côté médical, je vois pas trop. Donc, sur les vidéos que je vois, vous m'envoyez ou que je vois sur les réseaux, je vais vous en montrer plusieurs. Eh bien, ceux qui respirent, eh ben, ils ont des narines qui sont bien ouvertes, généralement qui sont vers l'avant. Il n'y a pas de secret. Donc, il y a énormément de maladies génétiques également, les hernies discales, la surdité congénitale, des calculs urinaires. Je vais vous mettre la liste là. Alors, dernière petite chose concernant le standard, la mâchoire inférieure doit dépasser de la mâchoire supérieure. Voilà, donc il faut qu'il soit prognate avec tous les problèmes qu'on a déjà dit, la malocclusion dentaire, la perte des dents, le gobage des aliments, les troubles digestifs, blablabla, blablabla. Bon ben voilà. Donc l'évolution de la race, eh bien il va falloir faire évoluer ça, soit définir des longueurs de museau, etc. Mais parce que si on compte que sur la bonne volonté des gens, c'est rigolo. Enfin c'est rigolo. Non, c'est absolument pas drôle. On voit tout et son contraire se faire. C'est les réseaux, c'est un bon miroir, je pense, de la société. Que généralement, quand quelqu'un crée une race, il aime bien montrer ce qu'il est en train de faire. Et il est en train de se faire en ce moment le pire comme le meilleur. Le pire, c'est quoi? C'est les mini bulldogs français. Ils sont comme ça. Le plus petit fait 3 kilos. Ce sont des gros mecs baraqués avec des grosses bagnoles et qui ont leur petit bulldog français, la mini avec des grosses chaînes et voilà, ils font des expositions. Je n'ai pas compris le concept. Les bulldogs français au poil long. Bon, ok. Les bulldogs français, merde. Bah, bien évidemment, il n'avait pas assez de cette surdité congénitale. Voilà, il faut lui rajouter peut-être le risque de la surdité liée au gène Merle. Tout va bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on voit des petits bulldogs français avec des museaux. Des petits museaux, mais des museaux quand même. Moi, je les trouve bien plus sympathiques, déjà. Et puis, bien évidemment, ils n'ont pas tous les problèmes liés à la brachycéphalie. Je pense que les propriétaires commencent à réagir. Le plus grand nombre de témoignages de propriétaires que j'ai eus sur toutes les précédentes vidéos, c'est des propriétaires de bulldogs français. J'ai pu lire « J'aime mon animal, mais je regrette tellement d'avoir pris un bulldog français. Si j'avais été mise au courant, je n'aurais jamais pris cette race. Il souffre trop. » Vous vous rendez compte? Donc, on peut quand même avoir une lueur d'espoir pour le bulldog français. Et cette lueur d'espoir, je pense qu'elle va venir des propriétaires. Et maintenant, il va falloir que les juges, les clubs de race, la centrale, ils suivent, c'est-à-dire qu'ils confirment les bibous qui n'ont plus les narines vers le haut, qui ont un chanfrein un peu plus long. Il va falloir les confirmer pour les gens qui veulent des animaux LOF et pour les éleveurs qui travaillent à modifier correctement la race pour pouvoir vendre des animaux qui souffrent moins. D'accord? Allez, on continue?